Je vais profiter de ce petit internet pour faire une brève présentation de l'orateur, moi-même. Donc, je m'appelle Pierre-Olivier Antoine et je suis professeur de paléontologie à l'Université de Montpellier. Ça s'entend un peu, mais en fait, j'ai l'accent de Toulouse. Je viens en Guyane depuis 2017, notamment à l'invitation de quelqu'un qui est très discret, mais beaucoup plus actif que discret encore. Il s'appelle Arnaud Lebré, il est là. Fais un petit coup. Voilà, et donc on travaille ici depuis 5 ans, mais ça fait bien plus longtemps que je travaille en Amérique du Sud et en particulier en Amazonie. Vous allez voir, je fais que relais amazonien au sens strict et au sens large. Alors, ce soir, je suis invité pour vous parler d'un hôte des bois guyanais, mais un hôte qui n'existe plus, qui s'appelle le paresseux géant, et qu'on a trouvé l'an dernier à Atuka, du côté de Mariposa. Vous allez voir pourquoi on dit qu'il est géant. C'est bon, vous voyez, ou on va peut-être baisser la lumière, hein? Ouais, on va peut-être éteindre la lumière, parce que de toute façon, le plus important, c'est le diaporama et le discours, on a trop bien, c'est pas très grave, vous la voyez. Et bonne nuit. Voilà, c'est vachement mieux. En plus, je peux faire des grimaces, vous m'apercevez même pas. Alors, on va parler de ce colosse préhistorique qui, à Atuka, a l'âge canonique de 20 000 ans. Alors, je parlais d'Amazonie. La Guyane n'est pas, à proprement parler, située sur le territoire de l'Amazonie, mais plutôt de ce qu'on appelle plus généralement la Panamazonie, c'est-à-dire le bassin amazonien, le bassin du fleuve Amazone, et autour, le plateau des Guyanes, une partie du Venezuela et le nord-ouest, au nord du Brésil. Cette zone-là, en fait, elle est circonscrite parce qu'elle correspond à une homogénéité des peuplements de mammifères et de végétaux. Donc c'est la Panamazonie qui occupe à peu près 40% des terres émergées de l'Amérique du Sud et qui constitue un point chaud de biodiversité pour de très nombreux groupes d'organismes, autant végétaux qu'animaux. Alors point chaud, ça veut dire qu'il y a à la fois beaucoup de diversité et beaucoup de dangers qui pèsent sur cette biodiversité. Notre travail en tant que paléontologue, c'est de comprendre l'évolution des écosystèmes. En cela, on travaille main dans la main avec des biologistes pour qui l'évolution et la dynamique se comprennent surtout à l'échelle des écosystèmes actuels. On travaille main dans la main parce qu'il s'agit d'une seule et même biodiversité. Les organismes d'aujourd'hui trouvent leur source dans les organismes et les écosystèmes du passé. Et pour comprendre toute cette dynamique spatio-temporelle, il est nécessaire de se pencher sur le temps long. Alors le temps long, c'est un temps qui est vraiment long. Ce n'est pas des minutes, des heures, ni même des siècles. Ce sont des millions d'années. Et c'est l'unité de temps préférée des paléontologues. Sur ce temps long, on peut travailler grâce à des données qui sont accumulées au fil des siècles. C'est l'ensemble des fossiles qu'on trouve sur un territoire et ça s'appelle le registre fossile. Malheureusement, le registre fossile en Guyane, il y en a des guerres. Aucun fossile à se mettre sous la dent jusqu'à une période très très récente. Pourquoi? Alors vous voyez une grosse partie du territoire guyanais à l'écran. Tout simplement parce que il y a la concomitance de plusieurs facteurs qui ne vont pas nous faciliter les choses, à nous les paléontologues. En premier lieu, vous le savez mieux que moi, la Guyane, c'est pratiquement 95% de forêt qui recouvre le territoire. Au-delà de ça, sur à peu près 100% du territoire, les sols sont ultra agressifs, en particulier acides, ce qui fait que le moindre organisme qui se dépose, qui meurt, un animal par exemple, qui va mourir sur le sol, une fois qu'il est recouvert par ce sol, et qui est enfoui, donc il est un candidat à la fossilisation, le sol de Guyane ne lui laisse pas la possibilité et va dissoudre les éléments de cet animal. Donc il n'y a pratiquement pas de reste fossilisable, donc pas de fossiles.
La dernière raison, et pas la moindre, c'est que sur 90% du territoire guyanais, les terrains sont bien trop anciens pour livrer des fossiles, ou bien trop tectonisés, métamorphisés pour livrer des fossiles. Ces terrains ont en effet au-delà de 2 milliards d'années. Le seul moyen de savoir où chercher, c'est de se référer aux cartes géologiques. Ces cartes géologiques, ici, elles montrent que la zone littorale, notamment, qui est dans un rose un peu plus sombre, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, en tout cas, les zones littorales et les zones qui sont situées tout autour du réseau hydrographique, du Maroni, de l'Oyapock, par exemple, ces zones-là, elles sont recouvertes de sédiments qui vont être influencés par les marées, quand on est près du littoral, ou influencés par les saisons, quand on en est beaucoup plus loin, comme à Maripasoula par exemple. Et ces dépôts-là sont des dépôts sédimentaires qui sont bien plus récents. Ils ont globalement moins de 100 000 ans, et pour la majeure partie d'entre eux, moins de quelques milliers d'années. Mais ils sont susceptibles de livrer des fossiles. Le registre fossile de Guyane, jusqu'en 2017, c'était ça, des termites trouvés dans du copal, c'est-à-dire de la résine subfossile, probablement quelques centaines d'années. Ce spécimen-là, il est en cours de datation, et on aura peut-être une bonne surprise, peut-être que ce sera quelques milliers d'années. Wow. C'est le seul registre fossile qui était publié jusqu'alors. Et vous serez d'accord avec moi, c'est plutôt maigre pour un territoire aussi grand que la Guyane et avec une biodiversité aussi gigantesque. C'est donc là l'objectif principal d'un projet que j'ai coordonné à partir de 2016 et qui avait pour principal but de débloquer les compteurs pour la paléobiodiversité de Guyane, cette biodiversité ancienne qui se faisait bien timide. Donc c'est une collaboration entre plusieurs laboratoires de métropole, l'ISEM et Géosciences Montpellier, tous deux à Montpellier, et l'Université de Guyane, avec un financement par le laboratoire d'excellence CEMA, le Centre d'études sur la biodiversité amazonienne, qui a un pied en Guyane et un pied en métropole, en France-Hexagone. On a très vite vu, à partir de notre première mission en 2017, qu'il allait être difficile de trouver des fossiles par nous-mêmes en venant épisodiquement en Guyane. Alors on a utilisé une autre méthode, une méthode qui s'est avérée beaucoup plus efficace, qui était de présenter des conférences devant le public, comme aujourd'hui, d'avoir accès à la presse et notamment d'écrire des articles dans les magazines, comme Une saison en Guyane ou la revue Espèces. Cela avait pour objectif de faire comprendre à un lectorat assez large qu'il y avait un grand intérêt à trouver des fossiles en Guyane parce qu'il n'y en avait pas. Et en gros, on essaie de faire comprendre par là même aux citoyens de Guyane, aux naturalistes de Guyane, qui sont nombreux, qu'ils peuvent apporter une pierre à l'édifice de la paléobiodiversité guyanaise juste en nous contactant, en nous disant moi j'ai peut-être trouvé un fossile, est-ce que vous pourriez l'identifier? Et dans 9 cas sur 10, ce n'est pas un fossile, mais le 10e cas sur 10, c'est une découverte exceptionnelle. Ça, on l'a fait savoir aussi aux principaux acteurs du terrain en Guyane. Par exemple, les constructeurs, les gens qui travaillent dans les forêts, l'ONF notamment, et puis tous les collègues qui travaillent aussi dans le milieu académique. Et ça a porté ses fruits, pas très vite au début. Vous voyez que ici, c'est les travaux de la base, de la rampe de lancement d'Ariane 6, la rampe de lancement et la 4. Ces travaux, ils ont commencé en septembre 2015 et vous voyez une fosse gigantesque qui a été creusée. Et dans cette fosse gigantesque, on voit bien entre le rose basal, qui est une altération du socle de 2 milliards d'années, et le sol orange, comme à peu près partout en Guyane, entre les deux, vous voyez une zone grise. Cette zone grise, ce sont des argiles. Et ces argiles grises, elles vont livrer des huîtres. Ces huîtres, elles ont été découvertes
immédiatement, c'est difficile de les rater, mais ça n'a pas été dit. Il a fallu attendre juin 2017 pour que Arnaud Heuret, de l'Université de Guyane, puisse récupérer les huîtres et nous contacter en nous disant « Oh, potentiellement c'est intéressant, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, je ne vais pas vous dire le gros mot que j'ai répondu, tellement ça semblait effectivement très intéressant, mais en 2018, j'ai pu venir et on a entre-temps réussi à avoir des sédiments. C'est Arnaud qui a réussi à récolter du sédiment de ce chantier-là, qui était toujours en cours. Et ces sédiments, on les a séchés, lavés, tamisés. Et vous voyez le résultat à droite, le premier résultat du tamisage. Ces premiers résultats du tamisage vous montrent quelques restes. C'était juste là pour la photo. On voit des coquillages, des crabes, des pitons d'oursin. C'est pas très spectaculaire, hein, et c'est les premiers fossiles de Guyane. Et ces premiers fossiles de Guyane, ils donnent manifestement un cachet marin à cet assemblage. Mais dès qu'on a analysé un peu plus, on s'est rendu compte qu'il y avait évidemment des vertébrés avec. Et les vertébrés, c'est ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement à l'Université de Montpellier. On est des paléontologues des vertébrés. Et donc, au-delà des mollusques et des oursins, on était vraiment très content de tomber sur ces vertébrés marins. Vous voyez une dent de requin à gauche, en haut à gauche, des vertèbres de poisson et même une mandibule de poisson à droite. Ce sont tout simplement les premiers vertébrés fossiles de Guyane. Et puis, en avril 2019, en ayant déposé un projet préalablement, en ayant obtenu des fonds pour pouvoir travailler de manière plus sereine sur place, on a fait procéder à des fosses pour pouvoir faire des coupes jusqu'au socle, et on s'est rendu compte qu'on tombait bien sur ces argiles grises, et que ces argiles grises, elles étaient complètement, elles étaient très très riches en fossiles. C'est tous les points que vous voyez à côté du marteau, à droite, tous les points blancs, ce sont des fossiles. Donc on a tamisé à peu près 500 kg sur cette campagne-là. Les argiles grises, elles reposent bien sur le socle altéré, on les a tamisées, on les a séchées. Vous voyez, c'est le lavage tamisage, c'est un travail extrêmement fastidieux. Mais du coup, il y a quand même des récrés. Et vous voyez l'équipe qui est couchée littéralement, vous allez essayer de voir s'il n'y a pas des fossiles visibles à l'œil nu. Pour les fossiles visibles à l'œil nu, c'est ce qui fait à gauche, et tous les soirs, la journée de terrain s'achève par un examen minutieux pendant plusieurs heures sous la binoculaire qui nous permet d'obtenir des restes qui font 1 à 2 mm et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors à l'œil nu, vous voyez sur le terrain, on peut carrément tomber sur des dents de requin. Ces dents de requin, elles appartiennent à une espèce qui existe encore aujourd'hui en Guyane et dans les Antilles, qu'on appelle le requin aiguille, Rhizopriodon. La faune de requins et de grès, elle est assez diversifiée. On a des requins bulldog, des requins citrons, des requins d'écume, des requins nourrices, des raies aigles. Et tout ça, ça nous indique un environnement marin de faible profondeur, ce que nous confirment les autres éléments de la faune. On a par exemple beaucoup de poissons osseux. Ces poissons osseux, ils existent tous encore aujourd'hui, soit en Guyane, soit plus généralement dans les Antilles ou dans l'Atlantique Ouest. Quelque chose de complètement inattendu, dans un climat aussi agressif que celui de la Guyane, nous avons eu la chance de découvrir des centaines, on a même au-delà du millier, d'éléments osseux, d'éléments calcifiés, d'éléments minéralisés qui sont à l'intérieur des crânes de poissons. Ça s'appelle des otolithes. Ces otolithes, vous envoyez l'explication à droite et la localisation, et ces otolithes, ce sont de véritables boîtes noires des poissons chez lesquels on les trouve. Tout simplement, ce sont des organes qui vont grandir en même temps que le poisson. Et ils vont enregistrer tout au long de la croissance de chaque poisson les conditions chimiques, voire les lieux dans lesquels ce poisson a grandi. Si par exemple des poissons-chats ont grandi ou ont passé des saisons dans l'eau douce pour aller se reproduire et qu'ils reviennent mourir
dans l'eau de mer, on pourra le savoir. Donc ça, c'est les perspectives d'études qu'on peut envisager pendant des années. Maintenant que ces fossiles ont été identifiés, on a dans l'équipe, dans notre consortium, un spécialiste brésilien de ces fossiles-là. C'est le spécialiste mondial des otolithes fossiles. Il s'appelle Rangel Aguilera. Il n'est pas brésilien, il est vénézuélien. Pour les raisons que vous pouvez imaginer, il est au Brésil maintenant. C'est plus facile qu'au Venezuela. Dans cette section fossilifère, à la base, dans ces argiles grises, on a trouvé énormément de diversité de mollusques. À ce jour, c'est entre 100 et 150 espèces de mollusques qui ont été découvertes et identifiées. Là, c'est par un collègue qui s'appelle Austin Henry et qui est conservateur au musée de Los Angeles. C'est le meilleur spécialiste des mollusques de cette époque-là pour l'Atlantique Ouest. Vous voyez que les mollusques, pour certains, ils sont très très bien conservés, ils ont carrément conservé, préservé leur couleur et leur motif. Des découvertes assez inattendues, avec notamment ces coraux. Alors, les coraux qui sont soit solitaires, soit coloniaux. À gauche, c'est Astrangia radulli. Alors celui-là, il existe le long des côtes ouest-atlantiques, entre la Patagonie et le Suriname, mais il n'avait jamais été découvert à l'état fossile. Il était connu que comme un animal actuel. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'on en a découvert des centaines, voire plus d'un millier de spécimens, et ça dépasse de manière évidente la connaissance et le nombre d'individus qu'on connaissait pour cette espèce-là dans la cueille. Donc c'est la paléontologie qui va venir au support, au soutien de la biologie, pour comprendre mieux les variations de cet animal-là. Et il y a un master en ce moment qui travaille, une étudiante en master, Linda Wieningart, qui est en train de travailler là-dessus. On a également retrouvé des restes assez exceptionnels, c'est une gorgone. Alors, les gorgones, c'est des coraux qui d'habitude ne se fossilisent pas. Et puis, beaucoup plus étonnant encore, ça va me permettre de faire la transition vers le paresseux géant, pas à propos de la taille. Vous voyez l'échelle ici, c'est 1 mm. Mais à propos de l'appartenance à un groupe qui, jusqu'alors, n'avait pas livré de fossiles en Guyane, ni à l'échelle du plateau des Guyanes. C'est les mammifères. Et bien, vous voyez ici une incisive de rongeur qui a été complètement attaquée par l'acide qui est en gros dans ce sol-là, dans ces argiles-là. Les argiles, elles ont un pH acide qui font qu'à la longue, ça va attaquer les os, les coquilles. Et là, c'est suffisant pour nous montrer la structure interne de cette incisive, ce qu'on appelle la microstructure de l'émail. Et cette microstructure de l'émail, elle nous permet de l'identifier. Il s'agissait d'une souris ou d'un rat épineux qui appartient à un groupe, probablement à une espèce qui existe encore aujourd'hui. Et cet animal-là, vous allez me dire, des souris ou des rats marins, c'est bizarre. C'est très probablement un animal qui a été la proie d'un oiseau, d'un prédateur, soit un oisesur soit un requin par exemple, et qui a soit été régurgité sur la mer, soit qui était sur le rivage, et la dent est partie du côté de la baie de Kourou. Voilà, donc tout ça, ça nous permet de savoir qu'on a déjà à Kourou plus de 200 espèces animales, et, je ne l'ai pas encore évoqué, mais plus de 50 espèces végétales ont également été identifiées, à la fois grâce au pollen, on a eu les résultats samedi dernier, grâce aux phycolites, donc des petits éléments siliceux qui sont dans la plupart des végétaux, et en particulier les graminées, et, plus spectaculaire, les charbons. Ces charbons, ils n'ont pas nécessairement été provoqués par des incendies d'origine humaine. Vous allez voir l'âge, forcément c'est avant l'arrivée de l'homme en Amérique du Sud, mais probablement par des incendies naturels. Ces charbons, ils sont identifiés par une jeune collègue qui a fait sa thèse en Guyane, qui s'appelle Stéphanie Baudin, qui a travaillé sur l'identification des charbons actuels et archéologiques. Eh bien, elle est capable de nous identifier tous nos charbons, elle a identifié une quarantaine d'espèces végétales. Tout ça, ça fait de Kourou
l'écosystème marin le plus diversifié au monde pour cette période-là. Alors on passe de 0 à 250 espèces en association. C'est assez fabuleux et on est en train de travailler à l'article scientifique qui va révéler aux collègues et au monde entier cette diversité. Alors là où ça devient intéressant, probablement, pour vous qui êtes presque endormis, merci, je ne vois pas vos visages, donc je suis obligé de recourir à des artifices pour le savoir que vous êtes endormis. Donc là, ce qui est vraiment très intéressant, qui est inattendu, c'est que ce dépôt-là, fossilifère, il a un certain âge, que je vais vous révéler, pas tout de suite, je déteste spoiler, qui en fait en tout cas le meilleur analogue du réchauffement climatique actuel. Le réchauffement global, on peut se projeter sur le 21e siècle avec une augmentation des températures, avec une augmentation du niveau de l'océan, et on connaît maintenant le tempo et la dynamique de ces changements climatiques. Bien, figurez-vous que c'est le même qui a existé à l'époque. Donc c'est d'autant plus utile d'avoir une meilleure caractérisation des écosystèmes de cette époque-là en Guyane. Je vous présente une carte de la zone côtière et du lanceur et la carte il y a 120 000 ans. Et oui, c'était il y a 120 000 ans que ce dépôt argileux a livré des huîtres et tous ces poissons et toute cette faune-là. Et vous voyez que la zone, elle est complètement inondée. Et oui, c'est sous la mer, on n'a pas bougé. C'est la zone de côte, la zone entre l'interface côte-littoral qui a bougé. Donc on était sous l'eau. Donc globalement, c'est, je peux vous faire peur, hein, mais c'est un petit peu la géographie de la Guyane côtière en 2100. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. On va repartir sur des visions un peu plus optimistes. Voilà la reconstitution du paysage marin à cet endroit-là, il y a 120 000 ans. Alors, si nous en on a le pollen qui va avec, les charbons aussi. On a des boules de granit sur lesquelles sont agrippées des huîtres de mangrove et d'autres huîtres d'encore, plein d'espèces de requins. Probablement, les zones protégées qui sont peu profondes, elles ont servi de nurserie pour pas mal de poissons. Parce qu'on a énormément de petits individus d'espèces qui normalement sont plus grandes. Et ça colle bien avec l'idée qu'on suit des nurseries à l'actuel. Et puis, la surprise, ça vient aussi du fait que, comme c'était creusé sur une grosse épaisseur, on a quand même regardé dans des terrains un peu plus superficiels. Ces terrains qui étaient beaucoup plus rouges, orangés, comme on les a évoqués tout à l'heure. Et ces terrains, on a pu les dater avec le carbone 14 à 40 000 ans. 40 000 ans, pas du tout le même décor. Et c'est pas du tout la même topographie non plus. Vous voyez ici un trucage grossier qui fait qu'on voit Ariane 6 il y a 40 ans. C'est faux, hein, on est d'accord. C'est vraiment pour la simplicité du discours que je vous ai défini ça. Hein. C'est pour vous localiser la zone de lancement de l'Ariane 6. Et vous voyez que la partie émergée du plateau, elle est là, beaucoup plus large. La côte, j'aimerais retrouver le curseur, l'océan s'est retiré entre-temps de 120 km à Kourou et jusqu'à pratiquement 300 km sur le plateau de Veverara, à peu près au niveau du Maroni. Donc c'est vraiment une très très grande Guyane qui existait à l'époque. Et à l'époque, vous voyez, on a des charbons, c'est ces charbons qui ont été datés. Ces charbons, ils ont pu être identifiés, toujours par Stéphanie Baudin, et ça nous permet de reconstituer un paysage qui a beaucoup changé. Ce paysage, c'est une savane avec des arbres qu'on connaît encore aujourd'hui, notamment des arbres qu'on va retrouver en bord de rivière. Il y a des zones humides quand même, on a une zone de caïman, et puis plusieurs animaux, des perroquets, des tigres à dents de sabre et des mastodontes qu'on a mis là parce qu'on aimerait bien en trouver. Et puis le smilodon, le tigre à dents de sable, c'est aussi un clin d'œil à un magnifique ouvrage qui s'appelle Le Temps des Smilodons, qui fait beaucoup rêver mon fils.
et qui me fait rêver aussi, je dois dire. Donc ça, c'est des animaux qu'on est susceptible de trouver en Guyane, mais que pour l'instant, on n'y a pas trouvé. Le pollen, les résultats de samedi dernier, nous indiquent, nous confirment que c'était bien une savane à cette époque-là. Et alors, pourquoi vous êtes venus? Vous êtes venus pour voir du nouveau, vous n'êtes pas venus pour voir Kourou, vous êtes venus pour voir d'autres fossiles. Alors Kourou, depuis, on est revenu en 2021. On a réussi à ensevelir un tractopelle, c'est quand même assez fort. Nous, on travaille avec des marteaux et des couteaux à huîtres. Donc c'est pas mal d'ensevelir un tractopelle. On est revenu en 2021 donc, pour pouvoir travailler, confirmer ces données et essayer de trouver une nouvelle zone pour voir s'il y avait une disparité spatiale entre les zones. Si toutes les zones livraient exactement la même biodiversité marine ou pas. Et comme on a des budgets qui ne sont pas extensibles, on en a profité pour aller bien plus dans les terres à Maripasoula. Pourquoi à Maripasoula? Parce que le 6 janvier 2021, je recevais un message, un mail du parc amazonien de Guyane, donc du service régional de l'archéologie, venant du parc amazonien de Guyane, me disant il y a un fossile un spécimen qui a été trouvé, c'est cette vertèbre en haut, et elle est bizarre, elle est très grosse, et on n'a jamais vu ça en Guyane. Est-ce que ça ne pourrait pas être un fossile? Et vous voyez que ça met du temps, mais ça marche. Ça a bien marché, et effectivement, là je me suis carrément étranglé, puis je suis allé hurler dans les couloirs pour voir les collègues qui sont spécialisés paresseux, parce qu'il me semblait bien que c'était une vertèbre de la queue d'un paresseux géant. Ceux qu'on attendait, ceux qu'on s'attendait à trouver, parce qu'évidemment, quand on trouve un paresseux géant, c'est difficile à rater. C'est paresseux, mais c'est surtout géant. Et il nous fallait monter l'expédition pour aller jusqu'à Maripasoula. Et là, c'est le parc amazonien de Guyane, avec Arnoux et Vert en particulier, qui nous a beaucoup aidé et qui a fourni une aide logistique remarquable, au-delà d'être devenu un ami aussi. Et donc, on est allé à Maripasoula. Et à Maripasoula, il faut toujours du clinquant. Alors, on a appelé le projet Timespan, intervalle temporel, c'est joli, c'est anglais, c'est bien, c'est court, c'est en velours. Alors, ce paresseux géant, c'est un cousin éteint des paresseux actuels. C'est pour ça qu'on l'appelle un paresseux. Mais il a disparu de toute la zone où on le connaissait il y a 12 000 ans. On le connaissait, celui-là, dans tout le nord de l'Amérique du Sud, en Amérique centrale et même en Amérique du Nord. C'est un grand voyageur. Alors, il voyageait lentement, mais il voyageait. Et cet animal-là, même s'il a été connu dans une grande région qui couvre une grande zone de latitude, en fait, il n'a jamais été découvert en Guyane et il n'avait pas été, il n'a jamais été décrit non plus sur le plateau des Guyanes. Alors on a appris depuis qu'il y avait eu quelques restes découverts au Guyana, mais ils n'ont jamais été décrits ni figurés. On ne sait même pas ce qu'il y a au Guyana. Alors vous savez que les paresseux actuels, c'est pas le paresseux, c'est les paresseux. Il y a le paresseux le plus célèbre, qui est l'ail, qui a pour nom Platypus, et qui est le paresseux à 3 doigts. Et puis, il y a un paresseux qui a encore moins de doigts. Il n'y en a que 2. C'est l'humain. Lui, c'est Coloepus. Et cet animal-là, donc c'est le paresseux à 2 doigts. Le paresseux géant, il est plus étroitement apparenté au paresseux à 3 doigts. Mais il n'est pas arboricole, contrairement aux 2 paresseux actuels. Et on comprend bien pourquoi. Vous savez combien il pesait ce paresseux géant? Il pesait comme un pick-up. Il n'y a pas beaucoup de pick-up arboricoles. D'accord. Les pick-up, ils sont plutôt au sol. Et généralement, ils sont capables de déraciner les arbres s'ils viennent au contact des arbres. C'est un peu la même chose avec le paresseux géant. Alors, ce paresseux géant, vous le voyez ici, dans le cadre d'un film qui est sorti en 2018 et dont j'étais conseiller scientifique. Moi, mon travail en tant que paléontologue, c'est peut-être un complexe lié à ma taille, c'est de travailler sur des gros bestiaux. Très gros bestiaux, géants, du passé.
Et du coup, ces géants du passé, comme ils ont disparu, ils sont assez mystérieux. D'où le titre assez remarquable, mais pas de moi. Hein. Le mystère des géants disparus. Merveilleux. Ben, c'est les mammouths, les paresseux géants, les rhinocéros géants, ça c'est un amour de jeunesse, et puis le titanoboa, que certains connaissent peut-être, il était en Colombie. Et donc, je vais vous montrer, si ça marche, un petit film, ça dure 2 minutes. Ça c'est le paresseux géant en 120 secondes. Si ça marche, on va mettre peut-être un peu de temps. D'accord. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je vais pas vous faire d'animation moi-même. Je suis dans le noir. Et je suis pas très géant non plus. Bon, ça va pas marcher, c'est pas très grave, on va pas insister. Je vous le montrerai tout à l'heure si vous insistez. Si vous demandez. Ouais, ok. On fera ça. Alors, on passe à la diapo suivante. Si j'arrive. Non! Eh, regardez. Voilà. Donc en fait, ce paresseux géant, en tout cas celui le plus proche que vous êtes de celui-là, s'appelait Megatherium, la bête géante. Et vous voyez, il marchait comme ça. Il marchait à 4 pattes. Et il avait une démarche qui est proche de celle des gorilles. Donc 4 tonnes. Il marchait à 4 pattes, mais il pouvait se tenir sur leur patte arrière. La patte arrière et s'équilibrer sur leur queue glissante à la façon des kangourous. Et voilà, ils étaient suffisamment puissants pour faire venir les arbres à eux. Mais c'est des grands mangeurs, des gros mangeurs herbivores. Voilà, vous voyez 2 collègues, François Pujos et Guillaume Guillet, au Musée national d'histoire naturelle, à la Galerie de paléontologie à Paris. Et ça, c'est le Megatherium qui a été décrit par Cuvier. C'est un des premiers fossiles, genre fossile jamais décrit. Et vous voyez, un trucage, un 3D, c'est merveilleux. Voilà cet animal-là, qui culmine à 4 mètres de haut. Les cousins proches de ce paresseux ont été découverts au Chili, en Patagonie, et ça s'appelle la grotte du Milodon. Cette grotte du Milodon, c'est un autre paresseux qui était plutôt roux, lui. On le sait parce qu'on a carrément retrouvé les restes de sa poison qui ont été momifiés dans la grotte. Elle est jetée. Cela était petit, j'arrive pas à me faire. Voilà, ça s'appelle la grotte du Milodon. Elle est pendant les panneaux. Voilà, c'était court. C'était juste pour vous illustrer quand même de façon plus. Voilà, de façon plus ludique encore cet animal-là. Et alors, nous, ce qui nous intéressait, c'est effectivement d'en trouver sur place et d'essayer de voir à quoi il était associé cet animal-là, à quel environnement, à quels animaux, à quels végétaux. Et donc, on a monté une équipe constituée de divers spécialistes de divers champs disciplinaires, Arnaud pour la géologie, et puis des paléontologues, Laurent Marivaux, un palynologue, Matteo Ciumbata, un jeune italien fougueux. J'entends les rires d'Arnaud et d'Arnaud. Ils ont suivi aussi. Et puis d'autres collègues qui, eux, sont biologistes et spécialistes des paresseux, Frédéric Dessuc et Lionel aussi. Voilà le campement à Touka. Donc après 3 heures de marche à pas forcer dans la forêt. Et voilà l'équipe. Et donc vous voyez ici toute l'équipe avec Matteo Ciumbata avec la machette, Frédéric Dessuc, Arnaud, Lionel, Laurent, Arnaud, quelqu'un qui fait le con, et puis Pascal également, et 2 gendarmes. On était accompagnés par 2 gendarmes du PSIG et aussi par la force armée de Guyane, avec 7 légionnaires et une infirmière.
il faut dire que la zone était un petit peu remplie de Garitéos. On n'était pas vraiment en majorité. Ça s'est très bien passé, elle est assez calme. Alors, première mauvaise surprise, l'endroit où le fossile avait été découvert par des Garitéos, il était sous l'eau. Et le paresseux était même 3 mètres sous l'eau. Donc on n'avait pas de tuba ni de masque. Il était évident qu'on n'allait pas aller fouiller sous l'eau. Donc on a dû se rabattre sur quelque chose qui était tout aussi utile, parce que les restes étaient vraiment de toute façon pulvérulents, complètement en poudre. En gros, vous voyez la zone, elle est ravagée par les orpailleurs. Elle est vraiment ravagée. C'est à une grande échelle, malheureusement. Mais, pour nous, ce ravage-là, il avait au moins l'avantage de nous permettre d'accéder à des couches anciennes, des couches auxquelles on n'aurait pas pu accéder, nous, avec nos marteaux et nos couteaux à huîtres. Ou alors, on aurait mis du temps. Et vous voyez, là, ici, cette coupe-là, cette section très propre, qui nous permet de mettre à nu, mettre au jour, des argiles grises. Les argiles grises qui sont favorables à la conservation des fossiles. Alors on a fait des prélèvements pour le pollen, de manière à mieux caractériser la végétation, et on a également fait des prélèvements pour dater ce paresseux géant, en estimant que les niveaux les plus bas, qui étaient juste directement sur le socle, on était à 100 mètres à peu près du gisement à paresseux, et acceptaient le même âge, on pouvait les corréler assez facilement. Et puis, en montant dans la section, en n'étant pas 4 mètres, mais 3 mètres, ou 2 mètres, ou 1 mètre plus haut, on allait pouvoir trouver des terrains plus récents et les dater eux-mêmes pour voir la végétation. Alors, on a eu la chance de tomber sur des litières de feuilles aussi. Ça, on ne s'y attendait pas. Ces litières de feuilles, c'est tout simplement des litières qui vont se déposer, par exemple pendant la saison sèche, quand les arbres perdent leurs feuilles, sous l'effet du stress hydrique. Là, on parlait du stress hydrique dans la forêt. Ben, c'est la même chose qui se passait à l'époque. On a un stress hydrique, les feuilles tombent, elles font une litière au fond des marécages, et puis, à la saison humide qui revient, on va avoir une couverture de boue, une petite couche de boue qui va venir fossiliser et parfois préserver cette litière. Et ça, cette alternance de saison, on va l'avoir sur des siècles et des siècles, et on va avoir, après que les sédiments ont été compactés, une quinzaine de centimètres qui va durer, peut-être qu'il y aura duré un siècle, un millénaire. Et là, l'intérêt, c'est que ces litières de feuilles, elles ont, on s'en est rendu compte en tamisant, préservé non seulement les végétaux, mais certains de leurs habitants. Alors, vous voyez qu'on fait exactement la même chose qu'à Kourou, mais à plus petite échelle. On explique aussi, on a beaucoup interagi entre membres de l'équipe pour expliquer ce qu'on faisait. Donc on lave, on tamise et on trie. Et puis on a fait pour la première fois aussi, en Guyane, quelque chose qui est en cours d'étude en ce moment-là. Ça va commencer dans les prochaines semaines, il y a un master qui va commencer là-dessus. C'est des prélèvements pour de l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, c'est quelque chose qui est en train de se développer à grande vitesse pour l'actuel, dans l'eau, dans les sols actuels, mais ça n'a pratiquement jamais été testé dans les endroits aussi anciens, et en particulier en milieu équatorial, humide, et pour survivre en Guyane. Donc cette ADN environnemental, en fait, c'est quelque chose qui va permettre de retrouver, grâce à des séquences type, de retrouver en SDR des traces d'insectes qui n'ont pas laissé de fossiles, de poissons qui n'ont pas laissé de fossiles, ou, si on a beaucoup plus de chance encore, des mammifères. Alors ces mammifères qu'on pourrait s'attendre à trouver, ça va être des paresseux, géants, aussi. Ça va être des primates, des pions. Là, je sais chez Carnot avec les masques. Il y a quelqu'un parmi vous qui aime les pions? Oui. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi aussi, j'aime bien. Et puis, d'autres animaux encore, comme les rongeurs par exemple.
Donc ça, je serais ravi de vous faire une nouvelle conférence avec les résultats de cette ADN environnementale, même si c'est complètement exploratoire, donc peut-être qu'on ne trouvera rien. Et cette mission, cette expédition, elle a donné lieu à des échanges assez remarquables avec les employeurs, notamment des échanges d'informations. Et ces échanges d'informations, elles ont permis notamment de récupérer d'autres spécimens qui avaient été découverts à l'époque, où ce n'était pas complètement sous l'eau, et qui avaient été conservés. Et donc là, vous voyez des restes qui sont probablement pas très spectaculaires pour vous, et qui nous ont quand même valu, Arnaud peut en témoigner, quasiment de danser au moment où on est arrivé après 3 heures de marche dans la forêt, tellement on était heureux de voir ces restes-là, déjà préservés et encore en bon état. Donc tous ces spécimens-là, en fait, ils correspondent en 2 vagues à la vertèbre de la queue, en bleu, à une côte qui avait été conservée au parc amazonien de Guyane. Ça, c'était les restes qui avaient transité jusqu'à Maripasoula. Et puis, les restes que vous venez de voir et que nous avons ramenés du terrain, ce sont des éléments du crâne, maxillaire, de la mâchoire, un mandibule, un élément du radius, donc de l'avant-bras, et puis un autre petit reste qui était complètement englouti et qu'on a remonté et qui correspond à une articulation de l'épaule. C'est l'humérus. Et là, cet humérus, c'était très intéressant parce que c'était l'extrémité de l'os et elle n'était pas soudée au reste de l'os. Ça, c'est un témoin de l'âge individuel de cet animal-là, à sa mort. Tout simplement, le fait que cet os, ce qu'on appelle une épiphyse, n'ait pas été soudé au corps de l'os, ça nous garantissait le fait que cet individu-là était mort avant d'atteindre l'âge adulte. Ça a depuis été confirmé par le stade d'usure des dents, et globalement, cet animal-là était un adolescent. Ce qui explique qu'il ne soit pas aussi gros qu'on pouvait l'imaginer pour un animal qui atteignait adulte 80. Celui-là, il devait mesurer 2,70 m à 2,80 m seulement, pour 2,5 tonnes seulement. Alors voilà un montage que j'ai dû dessiner au marqueur, vraiment à l'arrache, pour rendre les spécimens un peu plus didactiques, parce qu'on a fait une conférence de presse. On ne s'attendait pas à un battage pareil, mais ça a vraiment fait le tour du monde. Le tour de la Guyane d'abord, et puis dans l'Hexagone, ça a suivi comme une traînée de poudre, et dans le monde entier. Et du coup, cet animal-là, il est vraiment célèbre maintenant. Et l'an dernier, quand on a fait la conférence de presse, je me suis engagé à ce que ce spécimen, ces échantillons, reviennent en Guyane. Bien évidemment, ils font partie du patrimoine guyanais. Mais entre-temps, je vais vous raconter ce qui leur est arrivé. Rien de bien grave. Donc cet animal-là, c'est Edemotherium, il s'appelle. Edemotherium lorieri. Et maintenant, on sait quel âge il a. Les prélèvements qu'on a fait l'an dernier ont parlé. Il a 20 000 ans. Donc 20 000 ans, c'est un peu vieux pour qu'il ait pu côtoyer des humains. Les premiers Guyanais, les plus anciens habitants de Guyane, jusqu'à présent, ils ont à peu près 9 000 ans. Et on est persuadé, on est plusieurs probablement dans cette salle, à supposer qu'il pourrait y avoir des Guyanais avant. Et il faut aller les chercher. Et les chercher probablement dans des endroits où on va peut-être les trouver en association avec d'autres animaux de ce type-là, qui, je vous le rappelle, se sont éteints il y a 12 000 ans. Donc, Edemotherium, il mesure 4 mètres de haut, et c'est le plus gros de tous les paresseux qui ait jamais existé, avec Megatherium. Megatherium, c'est celui dont je vous ai montré la vidéo. C'est le plus proche cousin de Megatherium. Alors, s'ils sont partis, ces restes à Montpellier, c'est tout simplement pour pouvoir passer dans un scanner très puissant qui s'appelle un microtomographe à rayon X. Ça s'appelle CT scan, c'est plus facile à dire.
et qu'on a à l'Université de Montpellier et qui permet, quand un expert travaille dessus, comme Lionel Lautier, qui était à Toulouse, ça permet d'obtenir des images en haute résolution de la surface. Alors ça, n'importe quel scanner surfacique pourrait permettre de l'obtenir. Et vous voyez les deux éléments de la mandibule avec des dents, on voit un peu mieux, voire carrément mieux que sur le spécimen réel. Et ce CT scan, il permet aussi, et surtout, de passer au travers de l'os, sans l'abîmer, sans le détruire, un peu comme les scanners médicaux. Ce serait quand même vraiment dommage qu'on passe dans un scanner médical et qu'on en sorte abîmé nous-mêmes. Ben, c'est la même chose pour ces scanners-là, qui ont des forces de rayonnement extrêmement beaucoup plus fortes que pour les scanners où on doit rester vivant après. On va dire scanner in vivo. Là, celui-là, c'est très puissant et ça permet d'avoir une résolution de l'ordre de 5 microns. 5 micromètres, c'est-à-dire 200 fois plus petit qu'un millimètre. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vous fais grâce de tout, hein, je vous en montre juste un. Cette mandibule-là, vous m'accorderez qu'on voit quand même beaucoup mieux les dents une fois que la mandibule est transparente. Les dents, c'est les 4 flux verticaux que vous voyez là, qui sont en jaune. Alors, c'est pas des dents en noir. Hein. Le jaune, c'est un choix artistique. Et vous voyez en bleu un canal qui s'appelle le canal mandibulaire et dont la morphologie, la forme, n'était pas connue jusqu'à présent chez Eremotherium. C'est la première fois, vous êtes parmi les premiers, à voir ce canal mandibulaire qui est un des sujets d'étude de Lionel Lautier. Donc là, on a passé tous ces spécimens au scanner et on est en train de travailler sur la publication avec Lionel Lautier et François Pujos, que vous avez vu tout à l'heure, près du squelette de Megatherium du Muséum à Paris. Alors, je vous ai parlé de litières. Les litières, avec ces végétaux, elles ont livré des hôtes inattendus, en particulier des insectes. On a des insectes qui ont 20 000 ans. Les premiers insectes datés de 20 000 ans de Guyane. Et on a même un crochet d'araignée qu'on a trouvé au tamisage. Par ailleurs, cette litière, elle a même, après tamisage, livré des graines, des escargots. Alors là, les escargots, ils sont mous. Leurs coquilles sont attaquées par les acides du sol et il en résulte que les coquilles sont molles. Et enfin, ce qui est très important pour nous, spécialistes des vertébrés, c'est que cette litière nous avait livré une dent de poisson. C'est un anostomidé. Et donc, c'est une dent qui fait à peu près 1 mm de côté, 1,5 mm de côté. Et ça nous donne beaucoup d'espoir quant à la possibilité de trouver des micro-vertébrés. Donc des rongeurs, des primates, des pions, et d'autres restes associés. Des reptiles, par exemple, d'autres poissons. Donc ça, c'est vraiment la preuve éclatante de ce qu'il peut y avoir un registre fossile extrêmement riche en Guyane. Encore faut-il aller aux endroits où il est présent. Alors, là encore, c'est une diapositive faite à l'arrache parce que les résultats, je les ai eu samedi. L'environnement de l'époque, associé à ce paresseux, au plus bas de la coupe, il y a 20 000 ans, c'était une savane sèche. Il y a 12 000 ans, c'était une savane sèche. Et puis il y a 5 000 ans, c'était la forêt. Et il y a 500 ans, c'était la forêt. Et il y a 100 ans, c'était les premiers orpailleurs. Et ça, globalement, c'est très intéressant qu'on puisse le savoir, parce que ça veut dire que ces animaux-là, ils ont vécu dans la savane, il y a 20 000 ans. Ils ont disparu dans la savane il y a 12 000 ans, ailleurs, là où on les connaît. Et depuis, la savane est devenue la forêt. Maripasoula, c'était la savane. Et ça veut dire que ces animaux-là, et c'est ce qui va nous intéresser, ils ont un intérêt pédagogique, notamment, parce que ça nous permet de parler de changements climatiques à de plus grandes échelles, des changements climatiques qui touchent la Guyane, et ça nous permet d'en parler aux enfants.
Et c'est une autre raison pour laquelle j'étais ici cette semaine, c'est que j'ai fait le tour de classe de 3e pour parler de kit pédagogique. Alors vous voyez ici, on a des animations aussi sur la piste du paresseux. Il va y avoir à Maripasoula une piste avec des empreintes qui vont être peintes par des élèves tout au long des coursives du collège et qui vont mener à une fresque murale grandeur nature de ce paresseux unique à la Guyane. Cette fresque, elle sera unique au monde et à Maripasoula. Et puis on a un projet au long cours qui est un projet de kit pédagogique sur la biodiversité passée de Guyane, avec un livre explicatif, des fiches explicatives, des fossiles en vrai, des fossiles de coraux, des répliques de la mandibule du paresseux géant d'Atuka, et aussi des objets virtuels. Et ça, le projet il est en bonne voie, et on avait notamment aujourd'hui rendez-vous, une réunion avec l'inspecteur d'académie, l'inspecteur pédagogique régional de SVT, pour mettre ça en place, pour que ce kit soit donné à tous les collèges de tous les lycées de Guyane, au-delà même de l'université de Guyane qui va avoir un autre kit adapté. Et ça, on va essayer de le construire dans les mois qui viennent, c'est déjà bien avancé, de manière à ce que les enfants de Guyane puissent avoir une bien meilleure idée de ce qui a existé en Guyane. Reste à imaginer et à découvrir les causes de l'extinction de ce paresseux géant, en tout cas sur le plateau des Guyanes. Ces causes, elles sont au nombre de 3, peut-être il y en a d'autres, mais les causes immédiates qui viennent à l'esprit, c'est les changements climatiques. Je vous ai dit, on passe de la savane à la forêt, donc peut-être que c'est ça qui a provoqué l'extinction de ces animaux. Peut-être que c'est l'homme. Si l'homme est apparu plus tôt en Guyane qu'on ne le croit aujourd'hui, qu'on ne le sait aujourd'hui. Et peut-être que les deux causes conjuguées, ça a été encore plus rapide comme extinction. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments qui nous restent à identifier. Et on espère que le registre fossile de Guyane va devenir de plus en plus riche dans les années à venir. Et c'est ce qu'on cherche, en définitive, à déterminer. Voilà, je vous remercie. Merci à toutes ces personnes-là, et en particulier à Arnaud, sans qui rien n'aurait été possible. Alors attention, je vais allumer la lumière. Fermez les yeux. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc s'il y a des questions, on se fera un plaisir de vous passer le micro. Oui, n'hésitez pas à lever la main. N'hésitez pas. On viendra vers vous. Bonsoir, merci beaucoup. Merci d'être venu en Guyane pour nous représenter tout ça. C'est assez extraordinaire. Et moi, j'avais deux questions. La première, vraiment sur le paresseux géant. Comment vous savez qu'il se dresse sur cette barrière? Alors, parce que des collègues, en particulier argentins, sont spécialistes de la biomécanique de ces animaux-là. Et donc, ils sont intarissables sur la façon de marcher de cet animal-là, et en particulier la façon de s'arrêter de cet animal-là. Alors, il faut dire qu'on triche un peu. En Argentine, en Patagonie notamment, il y a une plage qui s'appelle Pehuenco, et où ont été découvertes des pistes entières de ces paresseux géants, et on voit qu'ils marchaient à 4 pattes. Ils marchaient à 4 pattes, on sait qu'ils marchaient comme les gorilles, ce qu'on appelle du knuckle walking, et ces animaux-là, on peut carrément calculer leur vitesse, leur foulée, et du coup, on sait qu'à certains endroits, ils se sont arrêtés, et quand ils sont arrêtés, ils sont seulement sur les pattes arrière. Donc voilà, c'est des fois, on imagine, et souvent on a les éléments pour appuyer nos rêves les plus fous. Ok, merci. Je trouve ça incroyable parce qu'on arrive à déterminer à partir de si petits spécimens. Et la deuxième question, c'était plus sur ce que vous avez trouvé sur coraux, les spécimens marins. Les coraux que vous avez retrouvés, en tout cas les traces, est-ce que ce seraient les mêmes espèces, les mêmes spécimens que
on retrouve aujourd'hui assez régulièrement sur les plages, notamment celle de Pointe-Liberté. Alors, il se trouve que grâce à nous, j'ai des éléments, des spécimens de ces coraux qui ont été arrachés par une tempête, qui a terminé une tempête, par une tempête sur Pointe-Liberté. Et je vais les ramener en métropole pour les prendre en photo, les mesurer, les fournir à mes étudiants de master et surtout les faire expertiser par le spécialiste des coraux. Vous avez compris que moi je ne suis pas omniscient, je bosse sur les mammifères, donc les coraux c'est une autre histoire. Par contre, là c'est Stephen Cairns du Musée national d'histoire naturelle des États-Unis, de la Smithsonian Institution à Washington, qui travaille dessus, c'est la sommité mondiale. En fait, je vous dis sommité mondiale, ça a l'air d'être galvaudé tout ça, mais il y a tellement peu de fossiles de cette époque-là, et aucun fossile qui vienne de la zone équatoriale, que vous contactez un spécialiste mondial d'un groupe, à peu près, au bout de 10 minutes, vous avez la réponse avec oui. C'est même pas la question que vous lui posez, mais il vous dit oui. Ou elle vous dit oui. C'est automatique. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas encore, ça ressemble un peu. Il est possible que ce soit le même groupe. Je ne suis pas sûr que ce soit la même espèce. Astrangia radbuni, aujourd'hui, ça vit entre 5 et 90 mètres de profondeur. Et ce sont des coraux qui n'ont pas besoin d'algues symbiotiques. Ils n'ont pas de zooxanthelles, ces coraux. Donc ils peuvent vivre dans des zones turbides, ils peuvent vivre en profondeur, là où les algues avec lesquelles les autres coraux vivent en symbiose ne pourraient pas vivre. Mais c'est des formes très très rares. Donc ce serait très très intéressant de voir si c'est la même espèce, et en particulier, si Harmonie autorise, on va probablement prendre un de ces échantillons parce que les coraux sont datables. Les éléments qui constituent, minéraux qui constituent ces coraux, permettent de les dater. Et donc ça permettrait de voir si ces coraux de Pointe-Liberté, ils sont actuels ou, comme je le suppose, vieux. Mais vieux de combien? Est-ce que c'est 10 000 ans, 20 000 ans, 100 000 ans? On ne sait pas. Et ça vaut vraiment le coup, c'est très très intéressant. On en a aussi. Alors, je ne sais pas qui a gagné, mais en tout cas, celle-là. J'avais. Effectivement. Ce soir, pour nous, c'est vous qui avez gagné. Et merci beaucoup pour tout ce que vous avez expliqué. Évidemment, d'un point de vue pédagogique, c'est très intéressant par rapport aux reconstitutions. Et se pose évidemment plein de questions. Vous savez qu'on a des eaux pratiquement chocolatées, les eaux d'Amazonie. Comment vous avez réussi à trouver la bonne couleur de l'eau dans vos reconstitutions? Est-ce qu'on avait des eaux claires ou est-ce qu'on était toujours sur des systèmes avec des eaux avec énormément de sédiments pour apporter l'Amazonie? Alors, c'est une très bonne question et je ne suis pas non plus hydrologue ni hydrogéologue, mais je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire en fonction de. À Kourou, par exemple, on peut imaginer que l'eau était turbide, mais pas complètement non plus, parce que ces coraux, par exemple, sont petits. Et s'il y avait énormément de turbidité, ils auraient été recouverts très vite par la boue qu'on peut arriver. On sait qu'il y avait des arrivées pétrigènes, donc probablement des petits ruisseaux qui arrivaient et qui venaient faire arriver faire parvenir des sédiments du continent. Mais comme ces coraux sont tout petits, mais qu'il y a des colonies, c'était pas trop perturbé comme écosystème. Donc probablement que l'eau n'était pas si marron que ça. En tout cas, pas du tout, sans commune mesure à ce qu'on peut voir dans l'actuel à cause du courant du Nord brésilien sur les côtes guyanaises. Très probablement, c'est une Guyane telle qu'on ne peut pas imaginer, qui a existé il y a 120 000 ans. Et entre-temps, la côte a reculé beaucoup, le rivage a énormément reculé, il y a eu le dernier maximum glaciaire, et puis ça a changé depuis, et je sais que, pour en avoir discuté, les changements ont beaucoup accéléré sur le dernier siècle notamment.
Donc, c'est très difficile de se faire une idée de ce qu'était réellement l'allure du paysage, et en particulier de l'eau, il y a 120 000 ans, l'eau côtière. C'est plausible, de toute façon, comme pour toutes les reconstitutions. Donc, bonsoir, merci beaucoup pour la présentation et la pédagogie. J'avais une question qui était concernant les fragments d'os que vous récupériez sur ce que vous. C'était comment est-ce que vous étiez en capacité d'associer à partir d'un fragment un os complet. Notamment, je crois que c'était l'avant-bras où vous avez récupéré juste un fragment. Comment est-ce que vous avez pu en conclure que c'était l'avant-bras? Alors, c'est une très bonne question. La méthode, ça s'appelle l'anatomie comparée. C'est une méthode qu'on utilise au quotidien en biologie, en anatomie, en paléontologie aussi, et qui est très efficace dès lors qu'on peut bénéficier par ailleurs de squelettes complets. Et Eremotherium, ce paresseux géant, on le connaît très bien ailleurs. Et donc à partir de squelettes complets qu'on connaît ailleurs, on peut, petit à petit, c'est comme un puzzle. Vous avez un puzzle avec. Vous avez le modèle. Si vous avez le modèle, c'est facile de retrouver, en bas du temps, mais c'est facile de retrouver où est localisée exactement la pièce. Si vous n'avez pas le modèle, ça devient hypothétique. Et c'est comme ça qu'on peut le savoir. Pour l'os de l'avant-bras, globalement, la section du radius, elle est ovale. Et c'est le seul os long, donc les os des membres, pour lesquels la section est ovale. Sinon, elle va être triangulaire, ou elle va être circulaire, ou l'os sera beaucoup plus fin. Et donc, il y avait un soupçon qu'il s'agisse du radius, et ensuite, une fois qu'on les a mesurés, on a pu les comparer. Alors ça, c'est François Pujos qui est venu là spécialement en Argentine pour pouvoir le voir, et ça a prouvé que c'était le radius, et on a même pu orienter le haut, orienter le bas. Ok, très bien, merci. Une deuxième petite question aussi. Alors, je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre à ça. C'était concernant les otolithes qui ont été récupérés de manière plus sûre. Comment est-ce qu'ils ont été exploités? Est-ce qu'ils ont été exploitables, sachant qu'on n'a pas de saison aussi bien marquée et limitée que de zones tempérées en Europe. Et sachant aussi que l'otolithe dépend plutôt de calcaire. Enfin, ça ressemble à beaucoup de calcaire dans l'environnement. Donc, comment est-ce qu'en Amérique du Sud, est-ce que ça a été exploitable? Alors, pour l'instant, ces otolithes, qui sont au nombre de 1000 à peu près, ils ont été identifiés. Et là, en ce moment, ils sont au Brésil. Ils sont contents, les Brésiliens. Et ils sont au Brésil, et ils ont voyagé depuis Montpellier, enfin depuis la Guyane jusqu'à Montpellier, dans mon petit sac à dos, et puis de Montpellier au Brésil, dans le sac à dos d'un Brésilien. Ils n'ont pas voyagé par la poste ni quoi que ce soit, tellement c'est précieux. Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur la géochimie ni les migrations potentielles de ces animaux, ça va venir plus tard. Là, c'est vraiment un travail en cours qu'on est en train d'engager. C'est d'ici 4, 5 ans, peut-être 10 ans que ce sera fait. Mais là, la vraie surprise, c'est que ces otolithes-là, qui sont dans une espèce minérale qui n'est pas très stable, donc métastable, ça s'appelle de l'aragonite, ça se conserve très mal. Et là, ces argiles grises, elles ont servi vraiment de zone tampon étanche, et elles ont permis la conservation de ces restes-là, alors que partout ailleurs, c'est complètement dissous. Donc je ne peux pas vous dire grand-chose encore sur ces otolithes-là. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été identifiés, donc ils appartiennent à une trentaine ou une quarantaine d'espèces de poissons, et en particulier des poissons-chats qui aujourd'hui sont connus comme étant migrateurs, et qui peuvent faire 2000-3000 km en remontant dans des... On pourra savoir par exemple s'ils sont remontés du côté du bassin de l'Orénon ou plutôt du bassin de l'Amazon à l'époque. Ça, c'est des infos qu'on n'a pas. Il n'y a pas de fossiles datant de cette époque-là pour tous les poissons. Donc, ça va apporter des éléments, notamment sur les circulations océaniques aussi, indirectement. Et ça, c'est vraiment très très loin de ma spécialité. Donc là, c'est les collègues qui vont s'en charger. Très bien, merci. Merci. Il y a d'autres questions? Il y en a plein. Je vois plein de droits.
Alors, merci encore pour cette belle présentation. Merci à l'employage clandestin qui permet de faire avancer la recherche. Est-ce que vous pouvez nous donner l'étymologie de l'espèce? Eremotherium. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le nom de l'espèce, c'est l'Oriardi. C'est pas Laurel et Hardy. Non. C'est l'Oriardi, monsieur Lorillard. Lorillard, c'était un paléontologue et dessinateur du milieu du 19e siècle. Cette espèce Eremotherium lorillardii, elle a été décrite très très tôt, au milieu du 19e siècle. Et ensuite, d'abord c'était Megatherium. Et ensuite, c'est devenu un genre à part entière, Eremotherium, qui a été décrit par Lund, un paléontologue scandinave qui vit au Brésil. C'est à partir de restes brésiliens. Et Eremotherium, ça veut dire? Je sais pas. Therium, c'est bête, et puis j'ai pas eu la curiosité de regarder c'était Eremo. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des Xénarques? Je peux vous parler des Xénarques, oui. Pourquoi je vais pas là? Non, c'est pas la bonne. Alors, les Xénarques, c'est un groupe de mammifères avec eux, c'est un superordre qui constitue un quart de la diversité des mammifères. Je suis en train de dire une énormité là, non? Les Xénarques, un quart de la diversité génétique, phylogénétique. C'est-à-dire que c'est un des 4 superordres de mammifères, au même titre que les Afrothères, un ensemble de mammifères d'origine africaine, que les Laurasiatères, un autre ensemble d'origine d'Asie et d'Amérique du Nord. Le dernier étant les Euarchontobiens. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors ça vous fait sourire, mais vous êtes tous, et je suis aussi un Euarchontobien. C'est le groupe qui relie les rongeurs, Pikachu. C'est en train de dériver ce soir. Et les primates. Pikachu, en fait, c'est tiré d'un Pika, et un Pika, c'est un cousin des lapins. On peut vérifier. C'est pour ça qu'il crie Pika Pika. Vous êtes content d'être venu. Alors, les Xénarques, pour en revenir à eux, c'est un de ces 4 groupes, et dans les Xénarques, il y a 3 grands groupes. Les paresseux, leur plus proche cousin, c'est les fourmiliers, et les cousins de l'ensemble fourmilieux plus paresseux, c'est les tatous, avec plein de formes éteintes, qui s'appellent soit les glyptodontes. Vous avez entendu parler des glyptodontes? C'est des paresseux, c'est les tatous, qui faisaient jusqu'à 2 tonnes, et qui ont disparu il y a 10 000 ans. Vous voulez que je vous livre un scoop? Un petit scoop? Alors, on ne connaît pas de glyptodonte en Guyane. Parce que, il n'y a pas de registre fossile. Bon. Mais, l'an dernier, par un curieux hasard du calendrier, les collègues archéologues ont fouillé au pont Larigot. Et en fouillant au pont Larigot, ils ont trouvé des plaques d'un tatou géant éteint, qui n'est pas un glyptodonte, qui est un dernier groupe, un autre groupe encore, éteint et active, qui s'appelle les pampatères. Alors, je vous dis l'étymologie, c'est les bêtes de la pampa. Et ce bête-là, il s'appelait Olmesina, parce qu'il a été dédié à un monsieur Paulus. Voilà. Et donc, cet animal-là, il s'est éteint il y a 10 000 ans, et il y en a une plaque évidente, encore d'un jeune, découverte, très très près d'ici. On ne l'a pas encore publié, on n'en a même jamais parlé, je crois. Voilà, c'est un coming out de Pampatère. Bonsoir. Par rapport à l'école. Oui. Vas-y. Les Xénarques, par rapport à leur école, la particularité qu'ils ont. Alors, ils ont un acromion, ils ont encore la subsistance d'un os coracoïde. Et ils ont des épines au niveau de l'acromion qui font qu'on peut les reconnaître. L'acromion, c'est quand on se disloque à l'épaule, c'est une région qui fait assez mal. C'est entre la scapula, le omoplate et l'humérus. Ils n'ont pas que ça comme particularité.
Le nom ténèbres, c'est parce qu'ils ont des vertèbres très particulières avec une deuxième articulation entre les vertèbres. C'est les animaux bizarres de toute façon. Une ténèbres, c'est articulation étrange. Bonsoir. Moi aussi, je vais forcément vous remercier pour cette présentation qui était vraiment passionnante. Alors, j'ai une question parce que j'avoue que j'ai décroché sur la question de l'ADN environnemental. Et vous êtes peut-être passé aussi un peu vite en disant on verra ce que ça donnera. Je voulais savoir si ça a déjà été fait ailleurs et qu'est-ce que ça a donné. Et finalement, comment vous faites? Vous cherchez des traces d'ADN directement dans le prélèvement de sédiments? C'est des séquences d'ADN qui peuvent être découvertes dans le sédiment et dans l'environnement finalement. Parce que nous, quand on est dans notre environnement, ici par exemple, si on fait un prélèvement de moquette, par exemple, on va trouver de l'ADN. Alors essentiellement de l'ADN humain. Mais si d'autres animaux sont passés, on va en trouver des traces. C'est extrêmement précis et globalement c'est utilisé en routine, notamment en biologie marine aujourd'hui. On prélève de l'eau et en prélevant de l'eau, on va avoir de l'ADN de tous les organismes qui sont à proximité, qui ont passé un moment par là, et qui ont laissé des fragments de séquences. Et nous, par exemple, ça peut être des poils, des éléments de la peau, des excréments. Et ça va laisser de l'ADN. Donc, on utilise des petites séquences qui sont caractéristiques et qui vont servir de repère, des talons. On les cherche. Si cette séquence-là est présente pour un animal donné, alors c'est que cet animal-là existait et était dans le coin. Alors, pour les paresseux géants, on peut utiliser plusieurs méthodes. Soit on utilise des séquences qui sont connues pour les paresseux actuels, soit on utilise des séquences fossiles issues de l'ADN ancien de paresseux géants ailleurs. Là, il se trouve que le spécialiste mondial, pour le coup encore, des paresseux géants et de leur ADN ancien, il s'appelle Frédéric Delchuk, il était à Dubaï. Et c'est lui qui a fait les prélèvements. C'est pas lui qui fait les analyses. Les analyses sont faites au Canada, dans le labo qui est spécialisé là-dedans. Donc là, c'est les mêmes méthodes que pour l'ADN ancien. Alors l'ADN ancien, je fais une toute petite parenthèse, c'est assez confidentiel comme discipline, mais finalement pas tant que ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du dernier prix Nobel de médecine. Il s'appelle Svante Pääbo. On s'écrit Svante Pääbo. Et il est le prix Nobel de médecine pour avoir décrypté le génome de 2 espèces humaines anciennes éteintes. L'homme de Néandertal d'abord et l'homme de Denisova plus récemment. Donc là, il a eu en octobre. Et c'est un paléogénéticien. Donc c'est des méthodes qui sont vraiment en vogue et qui permettent quasiment en routine maintenant de retrouver des séquences d'animaux et de plantes disparues. Alors, on va rechercher de l'ADN humain. La difficulté, c'est que de légers soupçons de contamination, on va dire. Parce que des humains, il y a nous, il y a des humains, et probablement, sans vouloir verser dans le scabreux, qui ont laissé des excréments, aussi, dans l'eau et les sédiments d'Adouba. Et peut-être, et ça nous intéresserait beaucoup, mais on a des difficultés, on n'imagine pas que des humains d'il y a 12 000 ans soient suffisamment différents de nous pour qu'ils aient pu laisser une signature particulière de leur ADN. On aimerait bien, mais ça fait partie des objectifs potentiels, mais pour l'instant, à mon avis, c'est vous voyez toute cette partie. C'est une excellente remarque, ça nous intéresse. Effectivement. Encore une question là, oui. Bonsoir, je voulais vous poser une question qui m'a pris depuis longtemps. C'est est-ce que les paresseux géants savaient nager comme les paresseux de l'eau? Alors, ça c'est vraiment une super bonne question. C'est une question qu'on se pose et on a des éléments de réponse. Les paresseux, effectivement, aussi curieux que ça puisse paraître, ils nagent plutôt bien. Et les paresseux géants, on ne sait pas s'ils nageaient. Mais
ce qu'on sait, c'est que, et notamment Erenopterium, c'est un animal qui est originaire d'Amérique du Sud et qu'on a retrouvé en Amérique du Nord. Et on l'a retrouvé en Amérique du Nord à un moment où il n'y avait pas de connexion terrestre entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Il y avait probablement des îlots intermittents au niveau de Panama. Les premiers paresseux géants qui se sont dispersés vers l'Amérique du Nord, ils se sont dispersés, on en connaît en Floride, on en connaît au Texas, à 9 millions d'années. Et l'isthme de Panama n'a émergé complètement qu'il y a 3, 4, 5 millions d'années. Donc la solution la plus plausible, on n'a pas de preuve, hein, c'est que ces animaux-là, ils savaient nager et qu'ils n'ont pas été arrêtés par un bord de mer pour pouvoir traverser. On a de nombreux exemples d'animaux qui ont traversé. Les plus petits animaux, probablement sur des radeaux naturels, les singes, les rongeurs, à de multiples reprises dans de très nombreux endroits, Indonésie, Antilles, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Mais là, il faut un radeau sacrément costaud pour un animal de 2 tonnes. Il faut difficilement imaginer ça. Mais on pense que oui, ils étaient capables, très probablement capables de nager. Moi, ma question, c'est est-ce que les arbres, les paresseux géants, ils existent toujours aujourd'hui? C'est cool les questions comme ça. Alors oui, pour l'instant, ce qu'on a comme élément, des arbres, que ce soit le pollen, que ce soit le charbon, tout nous porte à penser que les arbres qui existaient même avant le paresseux géant, c'est que des espèces actuelles. Et c'est pas trop étonnant parce que la vitesse d'évolution des arbres n'est pas la même que pour les animaux. Les animaux vont apparaître, disparaître, voilà, ils fluctuent très très rapidement. Et les arbres, les espèces, ça fait très longtemps qu'on les connaît. Et les gens qui comprennent ces espèces-là, ça fait encore plus longtemps qu'on les connaît. C'est des millions, des dizaines de millions d'années d'espérance de vie pour une espèce d'arbre. Donc très probablement, c'est des espèces qui existent encore aujourd'hui, mais si tu as bien compris, qu'on ne va pas retrouver au même endroit aujourd'hui. Parce que l'environnement a changé, donc ces arbres, on les connaît encore aujourd'hui, mais ailleurs. Et entre-temps, par contre, l'animal, le paresseux géant, lui, s'est éteint. Partout. Est-ce que c'était clair ou est-ce que tu veux que je... En tout cas, c'était probablement les mêmes espèces. Ça va? On va dire oui. Qui ne dit mot qu'ensemble. Une question ici. Oui, pardon. Est-ce que combien de temps les paresseux géants vivaient? Alors, combien de temps? Tu veux dire un individu ou l'espèce un individu? Un individu. Alors, c'est difficile à dire. On n'a pas d'éléments concrets qui nous permettent de le dire. Par contre, on peut le supposer. On peut supposer que ces animaux vivaient longtemps. Tout simplement parce que, en règle générale, chez les mammifères, il y a quelques exceptions, mais un petit mammifère, comme une souris par exemple, vit très peu de temps. Elle grandit très vite, elle peut se reproduire très tôt, et elle ne vit pas très longtemps. Quelques années. Encore, Dieu c'est long pour un petit animal. Mais plus les animaux sont grands, plus les mammifères sont grands, mais plus ils mettent du temps à devenir adultes, et plus ils vivent longtemps. Les éléphants, par exemple, ils vivent très longtemps. Les rhinocéros aussi, ils vivent très longtemps. Les humains vivent encore plus longtemps que leur taille le laisserait supposer. Et un paresseux géant qui pesait 4 tonnes, on pense qu'il pouvait vivre beaucoup plus longtemps que les paresseux actuels. Donc au moins plusieurs décennies. Et ça, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Parce que quand on met très longtemps à devenir adulte pour pouvoir se reproduire, donc beaucoup de temps entre la naissance et le moment où on va se reproduire, ben, ça veut dire que si l'environnement il change vite, ça ne va pas du tout affecter les souris, mais ça va affecter les paresseux.
Et puis en plus, les souris, elles ont beaucoup de petits. Souvent et beaucoup. Et les paresseux, géants, très probablement, ils n'en avaient pas souvent et pas beaucoup. Et ça, quand il y a une fluctuation, un changement dans l'environnement, ça va avoir des conséquences sur la démographie, donc l'effectif, le nombre d'individus qui composent l'espèce. C'est pour ça que les géants, ils sont très très vulnérables. Et c'est pour ça que les éléphants ne sont pas en grande forme, que les rhinocéros non plus aujourd'hui. Et probablement que les paresseux ont disparu. Les paresseux géants. Oui. Je vais poser une question, et en fait, vous ouvrez vraiment sur ce que je veux aborder. Les paresseux géants, les mégalodons et tous les mégafaunas ont disparu aujourd'hui. Il y a ces éléphants d'Afrique, mais je ne sais pas s'ils sont considérés comme mégafaunas. Quand j'étais gamin, dans le livre d'histoire, on nous expliquait que c'était les hommes de l'âge de pierre qui sont arrivés, qui ont tout chassé à l'extinction. Est-ce que c'est encore la théorie actuelle la plus connue, ou est-ce qu'on a d'autres théories qui font qu'ils ont disparu? Ça me paraît logique que l'homme les ait chassés à l'extinction, mais je voulais savoir quel était aujourd'hui le consensus. Alors je vais faire une réponse de Gascon, ou de Normand, ça dépend. J'ai pas l'accent pour répondre comme un Normand. Gascon, ça dépend. Non, ça dépend des lieux, ça dépend des périodes. Globalement, vous êtes au courant, là, la population humaine elle vient d'atteindre 8 milliards. Et quand j'étais au lycée, la population humaine c'était 5 milliards. Donc ça augmente très très vite, c'est exponentiel. Et il y a 100 ans, la population elle exerçait déjà, la population humaine, une pression sur l'environnement, en particulier des zones qui étaient déjà peuplées, beaucoup. Il y a 10 000 ans, toutes les zones, tous les continents étaient peuplés, mais avec moins d'1 million de personnes, peut-être 100 000 personnes à l'échelle du globe. Et donc vous imaginez bien que 100 000 personnes armées de lances, ça fait quand même moins de dégâts que 8 milliards d'humains affamés. Donc il n'y a pas du tout le même rapport de force et le rapport avec l'environnement. Alors, effectivement, si on s'en tient à cet argument-là, on va dire que l'humain, c'est peanuts, c'est vraiment peu de choses par rapport à des changements drastiques, dramatiques de l'environnement qui sont intervenus partout, avec la déglaciation. Il y a 20 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire, c'est une des périodes les plus froides de la Terre, et aujourd'hui, c'est une période chaude. C'est pas la période la plus chaude de la Terre. Il y a eu dans le passé des périodes encore plus chaudes, beaucoup plus chaudes. Il y a 55 millions d'années en particulier. Mais globalement, la seule chose qui peut faire que l'homme voit son pouvoir de nuisance décuplé, c'est qu'il a faim et qu'il veut manger de la viande grillée et qu'il ne maîtrise pas le feu. Si vous voyez ce que je veux dire. Globalement, on a une savane, il y a des animaux qui veulent bien manger, et puis il est tout seul, mais il y a le groupe derrière de chasseurs qui va récupérer les résultats de la chasse. Alors, il met le feu à la savane. Le feu part, et puis forcément, on ne va pas l'arrêter, le feu. Et ça peut brûler beaucoup, vite, fort. C'est ce qui s'est passé notamment très probablement en Australie. Et en Australie, c'est pas nombreux, mais ils mettaient le feu. Bon, donc il y a eu pas mal d'exceptions de la mégafaune. La mégafaune australienne, c'est la plus célèbre. Ensuite, il y a la mégafaune des continents du Nord, en Europe, en Amérique du Nord, avec les mammouths, les nœuds, les rhinocéros, les nœuds. Et elle a beaucoup souffert, mais il reste encore des bisons en Europe, il reste encore des bisons en Amérique du Nord, des élans. La mégafaune, c'est vrai que je n'ai pas défini le concept, c'est moi qui le définis d'ailleurs, mais c'est l'ensemble des animaux vertébrés terrestres qui pèsent plus de 44 kg. C'est bizarre les scientifiques quand même, 44 kg. Alors oui, c'est bizarre, c'est normal, c'est des scientifiques britanniques. Vous connaissez le système métrique? C'est pas eux. 44 kg, c'est 50 livres. Et effectivement, nous les humains, on fait partie de la mégafaune. Et il y a des endroits, c'est déjà dans votre question, vous aviez un élément de réponse.
c'est que l'Afrique, l'Afrique n'a pas eu d'extinction de la mégafaune du tout. Pourtant, c'est le berceau de l'humanité. Ça fait plusieurs millions d'années que les hommes existent en Afrique et coexistent avec la mégafaune. Ils ont coexisté et il n'y a pas eu d'extinction. Donc c'est au mieux une concomitance de facteurs entre les changements environnementaux indéniables, l'arrivée des humains indéniable aussi, et certains endroits qui étaient plus vulnérables que d'autres. Par exemple, les îles, les petites îles, les Antilles, les îles un peu plus grandes, la Nouvelle-Zélande ou Madagascar. Là, l'homme a joué un rôle très très fort, mais c'est dans les derniers milliers d'années. Pardon. C'est une réponse longue, mais je pense que ça a dû vous éclairer un petit peu. Oui. Alors, j'ai une autre question, c'est sur ces prédateurs naturels. Est-ce qu'il y aurait eu de la prédation c'est quand même un animal de carton, donc il faut avoir sacrément peur pour sentir des choses comme ça. Alors, merci pour la question, ça me permet effectivement de répondre sur un élément que je n'ai pas évoqué pendant la conférence. Je vous ai dit là, tout à l'heure, dans une réponse, que être très gros, ça générait une vulnérabilité. Parce que pour des questions de reproduction et de génétique de l'espèce. La contrepartie, c'est qu'effectivement, quand on est gros comme ça, on n'est pas embêté par les prédateurs. Ou alors, il faut des prédateurs aussi gros que soi, des prédateurs géants. Là, il n'y avait pas de prédateurs géants. En particulier en Amérique du Sud, il y a toujours eu un souci avec les prédateurs. Il n'y a pas eu de mammifères géants, de prédateurs carnivores en Amérique du Sud avant une période récente. La période récente, c'est le dernier million d'années, on va dire, où on a les tigres à dents de sabre. On s'imagine pas les tigres à dents de sabre même de 100-120 kg s'attaquer à une bestiole de 4 tonnes. Il y a des ours aussi. Puis il y avait des caïmans très gros. Mais bon, là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de traces d'interaction entre les caïmans et les paresseux géants, à part dans des temps plus reculés. Au Miocène, il y a 10 millions d'années, là, on a des éléments de réponse. Et puis, il y a des oiseaux aussi. Des oiseaux de terreur. Des trucs vraiment colossaux, avec un crâne grand comme ça, dont on supposait qu'ils pouvaient avoir été des prédateurs de grosses bestioles. Mais les analyses isotopiques qui ont été faites sur les oiseaux de terreur récemment tendent à révéler que c'était plutôt des granivores. Alors, il faut mélanger des noix de coco, mais... Et donc, pour répondre plus rapidement à votre question, probablement pas de prédateurs, sinon pour les petits. Comme pratiquement pour tous les grands paresseux. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce qui peut décimer une espèce, c'est pas seulement des organismes spectaculaires. On le sait, les maladies émergentes notamment, elles peuvent éradiquer une espèce assez facilement. C'est ce qui arrive beaucoup avec les amphibiens aujourd'hui, avec des maladies qui sont en train d'émerger et de réduire les populations de manière dramatique. C'est ce qui arrive aussi avec les chauves-souris, avec des champignons qui sont en train de les attaquer à l'échelle globale. Et ça, c'est pas spectaculaire, ça laisse pas forcément de traces. Alors peut-être qu'avec l'ADN environnemental, on arrivera à avoir des réponses là-dessus. Mais en tout cas, effectivement, pas de prédateurs potentiels. Et même l'homme, on ne sait pas s'il était vraiment prédateur ou s'il était surtout charognard ou opportuniste. Merci. Et justement, on parlait de l'ADN, c'est une autre question que j'ai en rapport à ça. C'est, alors du coup, est-ce qu'on peut extraire de l'ADN à partir de fossiles? Si oui, l'ADN n'est pas susceptible à une dégradation. Alors, si, et ça s'appelle même de l'ADN dégradé. C'est une excellente définition. Cet ADN dégradé, on le trouve dans les fossiles, et là, pas pour les Rhinothérium, pas pour la bestiole d'Atuba, sur laquelle on a fait des prélèvements pour essayer de trouver de l'ADN. Là, pour l'instant, on a essayé d'extraire de l'ADN, on en a trouvé. On a essayé d'extraire des protéines aussi, collagène et d'autres protéines, on n'a pas réussi à en trouver. C'est probablement lié aux conditions de fossilisation, on ne peut pas tout avoir. Par contre, le plus proche cousin, Megatherium, lui, il a livré des séquences, et notamment, il y a le génome mitochondrial complet qui est connu, et qui permet de retrouver les relations de parenté, notamment,
et de voir que les paresseux géants, Eremotherium comme Megatherium, sont plus proches du paresseux à 3 doigts que du paresseux à 2 doigts. Mais oui, ça se dégrade vite, mais en échantillonnant une centaine, 200 spécimens, on peut trouver un spécimen qui va avoir de l'ADN encore. L'ADN, vous savez que c'est ce qui sert de base à Jurassic Park pour permettre de reconstituer les dinosaures. Pour l'instant, c'est complètement faux. C'est de la fiction. Et je peux vous livrer un autre scoop. Des collègues viennent de découvrir des protéines fossiles, donc des protéines dans des fossiles. Jusqu'à présent, les plus anciennes protéines, elles avaient été trouvées dans un rhinocéros de la République de Géorgie, dans le Caucase, à 1,8 million d'années. Et là, c'est des collègues américains et canadiens qui ont trouvé des protéines à 23 millions d'années. Donc là, on saute carrément le facteur. Ça vient juste d'être réveillé, il y a très peu de monde qui le sait. Ils en ont parlé dans un congrès aux États-Unis il y a 3 semaines. Et vous le savez déjà. Ça va? Bonsoir. Alors, ici. Oui, pardon. Alors, est-ce que vous pensez qu'il vivait plutôt en meute ou en solitaire? Alors ça, on ne le sait pas trop. Si ce n'est, encore une fois, grâce aux indices que nous ont laissés les pistes. Ces pistes-là qui sont en Patagonie, on a trouvé aussi des pistes en Amérique du Nord, qui montrent d'ailleurs que, autant en Patagonie qu'en Amérique du Nord, ils ont côtoyé les humains, parce qu'on a des pistes de ces paresseux géants, et à l'intérieur même des empreintes de paresseux géants, des empreintes humaines. Donc on sait que soit il est chassé, soit il est suivi. On a probablement des groupes familiaux. C'est tout ce qu'on peut savoir. Globalement, on a des empreintes de grande taille à côté d'empreintes de petite taille. On ne sait pas s'il y a un dimorphisme sexuel très marqué, donc des femelles et des mâles qui n'avaient pas la même forme ni la même taille. Mais comme c'est des animaux qui grandissaient pendant une longue partie de leur vie, le fait d'avoir des empreintes de petite taille associées dans des fils parallèles finalement à des empreintes de grande taille laisse supposer qu'il y avait des groupes familiaux. C'est hypothétique, hein. C'est pas... On n'a pas de caméra cachée à l'époque et de piège photographique, malheureusement. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'en veux plus. Oui. Dire à quoi tient la grande taille des dinosaures? Alors pourquoi ils sont gros comme ça? Est-ce que ça correspond à une évolution? Alors sinon une loi évolutive, en tout cas une tendance évolutive qui est très très fréquente, à tel point qu'elle a même été appelée la loi de Cope de Perret. C'est un paléontologue américain, Edward Frank Cope, et ça a été formalisé par un paléontologue français, Charles de Perret. Les deux en même temps, à peu près, à la fin du XIXe siècle, et ça a parti d'un constat assez fréquent, c'est que les plus anciens représentants de chacun des groupes, autant chez les mammifères, chez les reptiles, ils sont petits. Et puis, au fur et à mesure de leur histoire, certains restent petits, et la taille moyenne, en tout cas la variance de la taille, augmente, avec des formes petites, des formes moyennes, et des formes beaucoup plus grosses. Et alors ensuite, l'histoire, elle est complètement rythmée par des crises, avec des disparitions. Ça, on en a parlé, la disparition de mégafaune, c'en est une. Vous avez vraisemblablement à l'esprit la disparition des dinosaures. Il y a 66 millions d'années, les dinosaures n'ont pas tous disparu d'ailleurs, parce que les plus petits d'entre eux, ceux qui avaient le sang chaud, ont survécu. C'est qui les plus petits des dinosaures qui avaient le sang chaud? Vous en mangez souvent. Les poules. Alors les poules, il n'y en avait pas il y a 66 millions d'années. Les oiseaux sont des dinosaures. Ceux qui ont survécu et ceux qui survivent en général, en moyenne, le mieux, c'est les petits. Et donc, on a cette augmentation de la variance, on a des grands, des petits, des moyens. Une crise, les moyens, les grands disparaissent, il ne reste plus que les petits. Aujourd'hui, on est à peu près à cette époque-là. Et très probablement, si on suit la même tendance, c'est complètement c'est vraiment une projection que je fais, c'est pas du tout. De toute façon, ça sera plus là pour venir.
Américain, j'ai le droit, hein, j'ai le droit. On avait dit. C'est demandé. Voilà, j'avais le droit à 3. J'avais peut-être fait plus, ça n'a pas été donné. Du coup, probablement, dans le futur, il pourrait y avoir des augmentations de taille au sein de certains groupes qui les rendront plus vulnérables, et ainsi de suite. C'est vraiment très. C'est pas périodique, mais c'est des phénomènes qui sont récurrents dans l'histoire économique. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Avant tout, qu'on applaudisse Pierre-Olivier pour cette magnifique conférence. Évidemment pour la vulgarisation et notamment à transmettre la volonté d'en savoir plus. Donc, merci pour ça. Et voilà, merci pour être venu. Et est-ce que tu as fait quelque chose? Ouais, juste, je refais encore une conférence qui va pas être la même, demain après-midi, 14h à l'Université de Guyane. Et je vais parler plus spécifiquement des kits de paléobiodiversité pour les élèves. Voilà. Et puis aussi, hier, j'étais à Maripasoula. Et donc, c'était vraiment très chouette à Maripasoula de travailler avec des enfants de 4e et de 3e. Moi, je suis universitaire, donc j'ai l'habitude de côtoyer des jeunes adultes et de travailler là, d'interagir avec des enfants qui sont d'une spontanéité et d'une pétillance rare. C'est vraiment très chouette. Voilà. Donc, si on peut continuer à le faire, on le fera vraiment avec plaisir. Voilà. Bonne soirée. Merci. Et ça va te parler de Paris ce Parc. C'est un projet d'attraction où on reconstitue avec de l'ADN de Paris ce géant. Donc, il y a un rendez-vous samedi au village des sciences à l'Université de Guyane. Je voudrais remercier aussi rapidement la Chambre de commerce et d'industrie d'avoir prêté ce lieu fort, agréable, pour discuter des sujets aussi passionnants. Je vais l'interrompre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, il l'a! Non! C'est la vente de la mandibule. C'est juste pour vous montrer que, voilà. Et quand je dis qu'on va restituer les restes, on va les restituer. Non! Voilà. C'est le vrai. Ah, c'est le vrai. Non, pas de soucis. Merci à tous. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Non, c'est pas grave. Samedi, il y a d'autres portes, ça. Les points de samedi, il y en a. Il y a demain avec. Ah, ok. Bon, bah. Ah oui, c'est grave, c'est bon, la gestion, ça. Alors, je comprends pas quand je suis pas là. Ah, zut. La prochaine fois. Ah, je veux bien. C'est pas grave. Ouais. Carrément. Bon, tant pis. C'est gratuit. Ça demande de l'argent. C'est vrai que ça demande de l'argent. Non. C'est vrai.